Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la review du 6e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Monaco. Je suis en compagnie de Pierre Meslay. Pierre, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va bien. C'est un petit peu la course cet après-midi, mais ça va quand même. Effectivement, parce qu'il faut le dire, on enregistre immédiatement après l'arrivée. Voilà, on enregistre à chaud pour une fois et non pas avec un jour de débrief. Mais ça tombe bien parce que de toute façon, comme on le dit à Monaco, la qualification joue plus que la course. Donc finalement, on enregistre avec un jour d'analyse sur le moment le plus important. Et on va immédiatement revenir sur ces qualifications et sur tout ce qui s'est passé dans le garage Ferrari. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, Vettel a tapé en troisième séance d'essai libre, ce qui a fait qu'il a dû avoir beaucoup de réparations sur sa voiture entre la matinée du samedi et l'après-midi. C'était très très chaud pour lui pour arriver à sortir de la Q1 et il s'en est sorti au dernier moment en éliminant son coéquipier, puisque Charles Leclerc n'avait pas été ressorti par les mécaniciens Ferrari, estimant sans doute qu'il était suffisamment à l'abri. C'est la plus grosse erreur du week-end. Oui, tout à fait. Enfin, quand on regarde, enfin surtout à Monaco, les écarts étaient vraiment infimes, quasiment de la 8e, j'aurais tendance à dire, jusqu'à la 16e, 17e place. Donc grosse erreur de Ferrari de ne pas avoir fait ressortir Charles Leclerc. L'excuse de Binotto, comme quoi par rapport à la simulation, ils avaient assez d'écart, etc. Bah, preuve que même chez Ferrari, les logiciels ne sont pas à la pointe du succès. Et puis ce qui est étonnant, c'est que des pilotes qui étaient devant Charles Leclerc à ce moment-là sont ressortis par mesure de sécurité et pas le pilote Ferrari. Alors on a l'impression que Ferrari est la seule écurie à ne pas savoir gérer deux voitures. Tu viens de le dire. Je suis même très étonné de la façon dont ça s'est fait. Ça commence à faire beaucoup vis-à-vis de Leclerc. En plus là à Monaco, juste pour dire que Charles Leclerc avait demandé à ressortir et que c'est l'équipe qui lui a dit que ce n'était pas la peine. Donc l'erreur incombe non pas au pilote mais vraiment à l'équipe. Et puis en plus on l'a vu, puisqu'à 2 minutes de la fin des qualifications, enfin de la fin de la Q1, tout le monde a commencé à se dire que Charles Leclerc n'allait pas passer. Tous les autres pilotes ressortaient en prévision. Il avait largement le temps de ressortir, voilà, puisqu'un tour à Monaco c'est 1 minute 10, 1 minute 20 en prenant un peu de temps, donc il avait largement le temps de ressortir et il ne l'a pas fait. C'est extrêmement étrange. Maintenant si on passe à la course, eh bien écoute, la première ligne donc avant ce Grand Prix c'était le Mercedes, Hamilton devant Bottas, suivi par Verstappen et Vettel, donc jusque là tout est classique. Et au départ on a eu un peu chaud du côté de Valtteri Bottas, puisqu'il a failli se faire dépasser par Max Verstappen, et s'en sont suivis au milieu du peloton des incidents impliquant notamment Charles Leclerc. Oui, tout à fait. Alors Leclerc est plutôt bien parti. C'est après que ça s'est gâté. Ricardo lui a réussi à sauter Magnussen et Gasly. Sainz a réussi à passer Kvyat. Et Leclerc, à la fin du premier tour, était déjà 14e. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Il avait réussi à gratter une place. Donc derrière, sur les premiers tours, ça a été pas mal. Le seul truc, c'est qu'il a été obligé de court-circuiter à Sainte-Dévote. Sinon, c'était l'accrochage avec les voitures qui étaient devant lui. Il n'y a pas eu de sanction, ce qui est un petit peu logique. Oui, parce qu'à Sainte-Dévote, on voit chaque année des voitures court-circuitées. C'est beaucoup plus facile de court-circuiter que de se retrouver un petit peu coincé en sandwich et de créer un accident dans ce goulot qui se rétrécit au moment de la fin du premier virage. Il y a eu pas mal d'incidents en début de course, puisqu'il y a eu celui impliquant Charles Leclerc. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi qui est le plus responsable, si c'est Leclerc ou si c'est Kubica, je crois, qui était contre lui. C'était pas Hülkenberg ? C'était Hülkenberg, pardon. Kubica, on en reparlera juste après pour le deuxième incident. Mais je ne sais pas qui pour toi était le... Je suis honnête avec toi, je n'ai pas vu, j'ai pas vu le replay. Je pense qu'Hülkenberg a offert une défense un peu musclée. Il y a peut-être eu un surplus de confiance de la part de Leclerc, vu qu'il l'avait fait, il me semble,
le même dépassement sur Norris le tour d'avant. Donc peut-être un excès de confiance de la part du Monégasque. Je crois qu'il y avait aussi sur Grosjean où il y a eu un moment chaud, mais Grosjean l'a laissé passer. Mais déjà Charles Leclerc avait légèrement forcé, et là c'était encore le cas avec Hülkenberg. Donc effectivement, ça n'a pas abouti à des sanctions, mais c'était quand même un instant chaud. Juste après, on a eu un petit peu de chaos avec cet accrochage entre Giovinazzi et c'était l'ami Kubica. Qui se sont accrochés. On a eu un blocage notamment pour Charles Leclerc qui s'est retrouvé vraiment bloqué en 20e position derrière tout le monde, et avec son fond plat trop endommagé, il a dû abandonner. Enfin, c'était un week-end gâché pour Charles Leclerc, clairement. Disons que suite au contact avec Hülkenberg, il a eu une crevaison lente, donc comme ça s'est passé à Saint-Dévote, derrière il y a tout le circuit à faire. On pourrait faire un petit parallèle avec Gilles Villeneuve à Zandvoort en 79 pour ceux à qui ça parle. Sauf que là encore, la réaction de Ferrari est très bizarre parce que Leclerc est rentré, ils lui ont changé les pneus, il est reparti. Quelques tours se passent, Leclerc demande: bon les gars, est-ce qu'il n'y a pas trop de dégâts sur la voiture? Ouais, non, quand même, elle est abîmée, mais ça devrait aller. Bon, est-ce que je peux attaquer? Oui. Et on se rend compte que 2-3 tours plus tard, ils le font rentrer en lui faisant comprendre: ah ouais, non, en fait, la voiture, elle est trop abîmée. À un moment donné, soit on dit à un pilote: écoute, ta voiture est trop abîmée, rentre, ça permet de sauvegarder le moteur, etc. Mais on lui dit ça tout de suite, plutôt que de le laisser tourner pendant 2-3 tours. Surtout qu'après l'accrochage Giovinazzi-Kubica, Leclerc est C'était clair, c'était de dire: bon bah écoute, t'as perdu du temps, on te met les pneus tendres, comme ça te permet de tout ouvrir et d'essayer de remonter ce que tu peux remonter. 2-3 tours plus tard, ils le font rentrer pour lui dire: ah bah non, en fait c'est fini. Donc là en fait c'est un petit peu bizarre comme façon de faire. Effectivement, enfin, on n'a pas compris la stratégie Ferrari sur l'ensemble du week-end, mais bon, c'est quelque chose qu'on répète depuis le début de la saison. On ne les comprend pas, on n'arrive pas à savoir où ils vont, si tout le monde est bien concentré sur la course, et c'est assez bizarre. Il y a eu d'autres événements qui sont passés dans les stands, et c'est un peu là où s'est joué le Grand Prix. Valtteri Bottas s'est arrêté à son stand, le temps de laisser passer Verstappen et Vettel pour qu'eux aussi rentrent. Il a perdu un peu de temps, ce qui a permis à Verstappen de s'immiscer, mais on peut dire de s'insérer avec force, on peut le dire. Je pense que voilà, il y a eu un léger contact, du carbone à voler, et Max Verstappen sera finalement pénalisé de 5 secondes. Et lors de cet arrêt au stand, tout le monde s'est demandé pourquoi les Mercedes étaient ressortis en médium. Tout le monde, et sans doute Mercedes aussi, puisqu'ils ont fait rentrer Bottas une deuxième fois pour le mettre en hard. Est-ce que c'était pas une erreur de stratégie de vouloir faire sortir les deux pilotes en médium? Je pense que l'erreur à la base, c'était déjà de faire rentrer les deux l'un à la suite de l'autre. C'est vrai ça. Ensuite, je pense que leur premier choix s'est porté sur les médiums. Il y a eu le contact entre Bottas et Verstappen. Et peut-être pour couvrir une éventuelle stratégie, ou que sais-je, moi je suis pas dans les petits papiers de Mercedes. Et sans doute parce qu'il y avait un début de crevaison lente chez Bottas, ils l'ont fait rentrer pour lui mettre les hards. Ça avait l'avantage de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, mais c'est très bizarre parce qu'ils sont rentrés au tour 11. À Monaco, il y a 78 tours. La raison aurait peut-être primé pour que les deux repartent en hard. Ça s'est pas fait. Bottas est repassé, ils lui ont remis les hards. La course de survie pour Hamilton. La course de survie, et puis ce qu'il faut aussi dire pour dédouaner Mercedes, c'est que pendant que Hamilton se plaignait un petit peu de ses médiums, l'écurie Mercedes voyait Romain Grosjean être en soft et parfaitement performer. Donc c'est vrai que de leur côté on disait, et d'ailleurs ils l'ont dit à Hamilton à la radio, il y a des pilotes avec des pneus plus tendres que toi qui s'en sortent très bien, donc nous on a totalement confiance en la stratégie, ça va bien se passer, malgré les réticences d'Hamilton par rapport à ça. Et c'est vrai que sur les 15 derniers tours, et surtout sur les 10 derniers tours, on a eu un Lewis Hamilton qui était en
perdition totale avec ses pneus, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas laisser passer Verstappen et qui a sorti la bonne défense au bon moment pour ne pas le laisser passer. D'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'ai vu passer beaucoup de choses au moment de cette action, beaucoup de gens qui ont dit que Lewis Hamilton aurait dû laisser passer Max Verstappen dû à cette pénalité de 5 secondes de Verstappen qui faisait que de toute façon il avait largement le temps de rester derrière et de gagner quand même le Grand Prix. Alors, moi je reviendrai juste là-dessus. T'es sur un Grand Prix, il y a deux compétiteurs avec deux philosophies complètement différentes. Faut savoir que Hamilton devant bénéficiait du clean air, c'est-à-dire il avait la piste totalement dégagée. Même avec des pneus qui avaient tendance à se dégrader, s'il avait laissé passer Verstappen, s'il avait suivi un petit peu Verstappen à la culotte, j'aurais tendance à dire, il aurait connu une fin de course très très compliquée. À ce moment-là, on était dans l'avant-dernier tour, c'est pour ça. Beaucoup de gens se sont étonnés de sa fermeture soudaine de la trajectoire, alors qu'il restait plus qu'un tour et demi à parcourir. Ouais, après, je pense que Verstappen devait tenter quelque chose. Ça s'est pas fait comme il le souhaitait. Non, moi je trouve que Hamilton a eu raison, d'autant plus que lors des saisons précédentes, il a pas souvent tenu tête à Verstappen. Ça a souvent été le contraire. Je me souviens notamment de la Malaisie, si je dis pas de bêtises, ça doit être en 2017. 2017 ou 2016 ? Parce qu'il y a 2 années de suite où entre les deux, il y a pas mal de... il me semble que c'est en 2017 où il est en tête de la course et il ouvre grand la porte pour laisser Verstappen passer. Donc, et après on connaît l'animal aussi, on sait à quel point Verstappen peut insister. Donc c'est vrai que pour moi ça m'étonnait que Lewis ferme autant la trajectoire à un tour et demi de la fin, mais ça nous a donné aussi du spectacle et ça nous a permis de voir le vainqueur franchir l'arrivée en tête, ce qui est toujours appréciable. Tout à fait. Après, il avait mené le Grand Prix de bout en bout, ça aurait été très étonnant qu'il laisse passer. Effectivement, ouais. Ah, et on est à Monaco, c'est très particulier. Il faut savoir qu'il y a toujours l'ombre de Senna qui plane un petit peu au-dessus. C'est vrai, ouais. Hamilton est fan de Senna, où Mansell était rentré à quelques tours de la fin pour couvrir une éventuelle crevaison, où ça avait donné un duel épique entre le Brésilien et le Britannique pendant quasiment les 10 derniers tours. Donc oui, c'est vrai, et puis on sait que Lewis Hamilton est très attaché à l'histoire, comme tu le dis, et qu'il a envie d'être sur toutes les belles photographies où on le voit franchir en tête, où on le voit toujours au bon endroit, au bon moment. Ton avis général sur ce Grand Prix de Monaco qui peut parfois être une procession, un ennui d'1h30, peut parfois être du grand n'importe quoi et nous donner quelque chose de jouissif, et qui peut parfois être entre les deux, ce qui était un peu le cas aujourd'hui, où on a eu un peu du n'importe quoi par moment et un peu une lente procession par d'autres. Quel est ton avis sur ce Grand Prix ? Alors, moi j'aurais tendance à te dire que moi ce Grand Prix m'a rappelé l'édition, si je ne dis pas de bêtises, 2012. C'est Mark Webber qui avait gagné, mais Mark Webber qui avait 4 ou 5 pilotes derrière lui, donc pendant quasiment les 15-20 derniers tours, ça avait été un long train-train dans les rues de Monaco. Plus personne n'avait de pneus. On avait Hamilton, on avait Verstappen, on avait Vettel, on avait Bottas. Voilà, ça a été un petit peu ça. C'était vraiment les 4 et ils se sont suivis sur quasiment tout le Grand Prix. Donc pas beaucoup de dépassements, sauf en début de course où c'était un petit peu musclé. Mais par contre Hamilton a très très bien géré la pression, et le duel entre lui et Verstappen était très joli à voir, avec Vettel en observateur au cas où les deux s'accrochent. Effectivement, et puis on a eu un Bottas qui a fait un peu l'accordéon, qui a un peu pris ses distances et qui est un peu revenu. Enfin, on sentait que ce soit du côté de Bottas ou de Pierre Gasly, on cherchait à avoir le meilleur tour, et ça s'est un peu battu pour ça aussi derrière. Si on revient sur nos pronostics, puisque c'est là est l'essentiel, clairement. Lors des duels entre équipiers, pour Mercedes, on avait tous les deux dit Hamilton, et effectivement, Hamilton a dominé Valtteri Bottas. Je me permets juste un truc, de souligner le tour de qualif d'Hamilton, vraiment remarquable, parce que Bottas avait placé la barre très haut. Effectivement, et d'ailleurs Bottas le place en tout début de Q3 et tout le monde se dit qu'il est impossible à aller chercher,
et Hamilton va le chercher de la meilleure des manières avec un tour totalement parfait, d'ailleurs qui est disponible sur YouTube, allez le voir, puisque c'est le plus rapide de l'histoire à Monaco, et il vaut totalement la peine, donc tu as tout à fait raison de le souligner. Donc du coup, concernant le duel entre équipiers, on passe à Ferrari. On avait tous les deux prédit Charles Leclerc, ce qui était normal, monégasque à Monaco, on espérait une belle course, mais son week-end a été ruiné par Ferrari, et c'est Sébastien Vettel qui s'en est le mieux sorti. Chez Red Bull, tu avais pronostiqué Pierre Gasly, c'était un peu ta vision, une victoire de Pierre Gasly. Et ben écoute, il a signé le meilleur tour, preuve qu'il avait la vitesse. Mais c'est Max Verstappen qui a terminé devant son coéquipier. Chez McLaren, tu avais pronostiqué Carlos Sainz, moi Lando Norris. Et bien écoute, tu as le point. C'est Carlos Sainz qui a dominé le jeune Britannique. Il a été discret, Carlos Sainz, pendant mais il a fait une course solide. Vu les performances de McLaren en essai, c'est amplement mérité. Et Carlos Sainz qui est de plus en plus sérieux dans ses courses depuis le début de l'année et qui est extrêmement rigoureux. Donc c'est le Carlos Sainz qu'on veut réellement voir. Chez Racing Point, on avait tous les deux pronostiqué bien évidemment Sergio Pérez, et c'est bien évidemment Sergio Pérez qui s'en sort encore une fois le mieux, même si le week-end a été très compliqué pour les Racing Point. On attend vraiment que les améliorations marchent, mais ce n'est toujours pas le cas. Je me permets juste un truc. Le comportement de Stroll au moment d'être doublé, au moment où les leaders lui ont pris un tour, pas très fair-play avec Bottas. Alors là-dessus, écoute, j'ai vu un replay et il me semble que Valtteri Bottas a la place pour y aller, lève le pied juste avant les virages de la piscine, et c'est là après où l'hésitation a eu lieu, puisqu'après ça se referme forcément et qu'il y a beaucoup moins de place, mais ça a été plus une incompréhension entre les deux qu'une faute de Stroll, mais Stroll a mis très longtemps avant de laisser passer les leaders de toute façon, donc c'est de toute façon il ne regarde pas ses rétros, ce jeune garçon. Chez As, on avait tous les demi Kevin Magnussen, eh bien c'est Romain Grosjean qui termine dans les points, et malgré 5 secondes de pénalité, c'est un des 4 pilotes à avoir pris des secondes de pénalité. Donc un bon week-end pour Romain Grosjean qui score des gros points, des points importants à Monaco. C'est des points très importants, ouais. Chez Alfa Romeo, on avait tous les deux mis Kimi Raikkonen, et c'est lui qui a dominé un Giovinazzi en difficulté totale, en perdition, qui termine derrière Robert Kubica. Enfin, là va vraiment falloir commencer à revoir sa copie pour Antonio Giovinazzi, parce que ça commence à faire beaucoup, énormément. Et même la copie globale d'Alfa Romeo, parce qu'ils étaient nulle part ce week-end. Ah bah, quand on voit où ils étaient sur les 3 premières courses et où ils sont sur les 2 dernières, clairement, je ne sais pas s'ils ont amené des améliorations ou s'ils n'ont rien amené du tout par rapport à la concurrence, mais ils glissent progressivement dans le classement, alors que avant d'arriver en Azerbaïdjan, ils étaient 4e force du plateau au niveau du classement constructeur. Donc c'est un glissement total et une perdition totale sur ce week-end. Chez Toro Rosso, tu avais dit Alexander Albon, j'avais dit Daniel Kvyat. C'est un tir groupé des Toro Rosso, mais Daniel Kvyat termine légèrement devant son coéquipier. Et chez Williams, bien évidemment, on avait donné tous les deux George Russell, et c'est George Russell qui domine Robert Kubica. Maintenant, au niveau du pronostic en lui-même, eh bien déjà, sache que tu as le driver of the day avec Verstappen que tu avais pronostiqué. Alors que moi j'avais donné Magnussen qui n'a rien fait devant ce week-end. Je suis très déçu de la part de K-Mag, mais c'est bien vu pour Verstappen. Alors, Magnussen a fait une très belle qualif. Bon, Grosjean c'est différent parce qu'il a été un peu gêné par Gasly. Peut-être qu'il aurait pu mieux faire, on saura jamais. Par contre, stratégie complètement à la rue chez As pour Magnussen. Et stratégie très osée en plus pour Grosjean. Donc si pour Grosjean ça n'avait pas marché, ça aurait pu faire 2 stratégies à la rue. Vraiment grosse prise de risque pour As Weekend qui a marché que sur une seule de leurs 2 voitures. Et encore, ça a été très limite puisque Grosjean termine 10e. Donc on était vraiment à la limite. Ensuite pour le podium, tu avais donné Hamilton devant Leclerc et Gasly. Et bien écoute, tu as le vainqueur, Lewis Hamilton. Mais le reste de ton podium, bon, Pierre Gasly s'est un peu planté et Charles Leclerc, Ferrari l'a énormément planté, on peut le dire. Et moi, j'avais pronostiqué un podium Verstappen, Hamilton, Bottas. Et ben écoute, j'ai que Bottas en 3e position. J'ai Hamilton sur le podium, mais à la mauvaise place. Et Verstappen avec sa pénalité qui est hors podium. Donc, bon, podium mitigé pour ma part. Un petit peu de bon, un petit peu de moins bon. C'est ça. Mais tu t'en sors quand même bien. Je m'en sors plutôt pas mal. Bah écoute Pierre, je te remercie pour ce review du Grand Prix de Monaco. Si tu me permets juste, par rapport au duel Verstappen-Hamilton,
à souligner que Hamilton, juste avant Loves, généralement il perdait pas mal. Par contre, il était intouchable du bureau de tabac jusqu'au est de la piscine. Ouais, ça faisait souvent l'accordéon, on le voyait sur le Lifetime où sur une partie du circuit, Max Verstappen regagnait entre 3 et 4 dixièmes, et sur la deuxième partie du circuit, Hamilton regagnait entre 3 et 4 dixièmes qu'il avait perdu. Donc ça se jouait vraiment entre les deux, et deux très bons châssis, la Red Bull et la Mercedes, et c'est étonnant. Tout à fait. Non. Du coup, on se quitte là-dessus, sur cette belle parole. Et Multi21 revient bien évidemment dans 15 jours pour le Grand Prix du Canada. On est de retour enfin encore hors d'Europe pour un Grand Prix entre les murs, encore une fois, mais beaucoup plus rapide, avec une piste beaucoup plus large. Donc on espère beaucoup plus de spectacles. Merci énormément Pierre d'avoir fait ce Grand Prix de Monaco avec moi. Bah écoute, je t'en prie, merci à toi Clément, ça a été un réel plaisir. Et puis on se retrouve lors d'un prochain Multi21. D'ici là, salut! Salut!